Qu'est-ce qu'un plan raté? Qu'est-ce qu'un plan réussi? Voilà une drôle de question, au centre de deux films essentiels de la fin des années 1920, Le caméraman et L'homme à la caméra. Ces deux films nous content l'histoire de deux opérateurs qui, caméra à l'épaule, partent arpenter les rues pour raconter leur ville. Le film de Buster Keaton, co-réalisé par Edward Sedgwick, sorti en 1928, et celui de Dziga Vertov, datant de 1929, se construisent sur une idée très similaire, plonger un caméraman dans l'effervescence de la ville moderne. À l'époque, le 7e art existe depuis une trentaine d'années, est devenu très populaire, mais les deux réalisateurs vont donner deux définitions très différentes de l'idée qu'ils se font du cinéma, de la façon de mettre en scène un film, et donc de penser un plan. On le comprend dès l'une des premières scènes du caméraman. Le personnage, incarné par Buster Keaton, revient de sa première mission. Une projection est organisée pour que le grand patron puisse se faire une idée de ses talents d'opérateur. Et là, c'est le drame. Plan qui déraille pour repartir en arrière, plan doublement exposé, split screens involontaires, les rires moqueurs éclatent dans la salle de projection. Notre caméraman néophyte est dépité. Le producteur, outré par ce qu'il voit, fait interrompre la projection. Toutes ces images sont à jeter à la poubelle. Même le héros ne peut le contester et quitte les lieux, déconfit. Des plans ratés donc. Ratés? Oui, ratés à Hollywood. Car dans le même temps, sur un autre continent, en URSS, ces plans ratés deviennent des plans consciemment pensés et recherchés par le réalisateur Dziga Vertov. Dans L'homme à la caméra, on retrouve ainsi exactement les mêmes plans que dans Le caméraman. Même plan splitté, même défilement arrière, même double exposition. On peut insérer tel quel les ratages du personnage interprété par Buster Keaton dans le montage de Dziga Vertov. C'est une évidence, ça fonctionne. Bref, plongeons dans ces deux films, dans la carrière de leurs auteurs. Buster Keaton naît en 1895 dans une famille de saltimbanques et se retrouve rapidement sur les planches, dans les cabarets, avec ses parents. Comme il l'explique, l'acteur prend, dès son plus jeune âge, à son corps défendant sans doute, le rôle de souffre-douleur qui l'occupera toute sa vie. Mon père commençait par me porter en scène, puis me laissait tomber sur le plancher. Ensuite, il se mettait à essuyer le sol avec moi comme balai. Comme je ne manifestais aucun signe de mécontentement, il prit l'habitude de me lancer d'un bout à l'autre de la scène pour finir par me balancer dans la fosse d'orchestre. Avant même d'être haut comme 3 pommes, on m'avait surnommé la serpillière humaine. Le spectacle familial, Les Trois Keaton, fait un malheur. Et Buster Keaton ne quittera jamais le milieu, passant plus tard des planches au grand écran. En 1917, il signe un contrat chez Comic Film Corporation et débute au cinéma en tant que comparse de la superstar Fatty Arbuckle, avant de voler de ses propres ailes. Dziga Vertov, lui, né en 1896, commence par l'écriture, de poésie, de romans de science-fiction, puis bascule vers l'audiovisuel. Il crée notamment, pour le comité cinématographique soviétique, le premier journal d'actualité filmé en 1918, le Kino Nedelia ou Ciné Semaine. Il continue ensuite sur cette voie avec le Kino Pravda, le cinéma vérité, tout en produisant de nombreux écrits théoriques sur le cinéma. Les deux hommes n'ont ainsi pas du tout le même parcours, mais sont quand même tous deux le produit de leur époque, à savoir les années 1910 et 1920. Et, malgré leurs nationalités différentes, on retrouve forcément dans leurs films des thématiques très similaires, et notamment dans Le caméraman et L'homme à la caméra, qui font de la ville moderne le cœur de leur projet. Les récits prennent vie dans des mégalopoles qui ne s'arrêtent jamais, et ces deux films deviennent de véritables documentaires sur la vie citadine, son incessante activité se retrouvant autant chez Keaton que chez Vertov. La ville foisonne, est une fourmilière moderne, emplie d'une foule qui dévale les trottoirs, de gratte-ciel démesurés, de véhicules rugissants. Bref, le mouvement est permanent, la chorégraphie des déplacements est fascinante. Voilà donc un sujet idéal pour le cinéma. Un sujet dans l'air du temps qui est le cœur d'une avant-garde artistique précise, le futurisme. Alors que l'accès aux voitures se démocratise, que les usines se mécanisent, que les gratte-ciel poussent comme des champignons, ce mouvement célèbre la vitesse, la machine et la ville moderne. Les œuvres de Dziga Vertov et de Buster Keaton vont émerger dans ce contexte et vont alors répondre, par écho, au manifeste du futurisme écrit par Filippo Marinetti et publié par Le Figaro le 20 février 1909.
Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte, les ressacs multicolores et polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes, les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument, les usines suspendues aux nuages par les ficelles de leur fumée, les paquebots aventureux flairant l'horizon, les locomotives au grand poitrail qui piaffent sur les rails, tels d'énormes chevaux d'acier bridés de longs tuyaux, et le vol glissant des aéroplanes, dont l'hélice a des claquements de drapeaux et des applaudissements de foules enthousiastes. Une scansion qui colle parfaitement au travail de Dziga Vertov, mais aussi à la filmographie de Buster Keaton. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. Le futurisme travaille la représentation du mouvement, de la vitesse. Voilà qui sera un des enjeux principaux de L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Le futurisme met aussi en avant le conflit des corps dans l'espace. Voilà qui définit toute l'œuvre de Buster Keaton, de son éternel personnage de souffre-douleur héroïque. Les rues foisonnantes deviennent donc le cœur vibrant des deux projets. Mais comment raconter cette frénésie citadine ? Les deux films ne vont pas s'y prendre de la même manière, car ce contexte historique identique met d'autant plus en relief tout ce qui va opposer le caméraman et l'homme à la caméra. Film d'action limpide d'un côté, œuvre documentaire plus expérimentale de l'autre, cette opposition est créée par la nature même des héros de chaque film. Les motivations très différentes des personnages principaux, tous deux opérateurs, vont symboliser l'ambition narrative des deux projets. L'objectif du personnage de Keaton est de réussir à filmer un événement dramatique, un incendie, une fusillade, pour prouver sa compétence à l'agence de presse. Chez Vertov, par contre, il n'y a pas d'intrigue au sens classique du terme. Son personnage n'interagit pas avec le monde qui l'entoure, n'a pas de personnalité propre. Il arpente simplement la ville, ses rues, ses usines, ses mines, ses plages, pour en saisir l'humeur, pour en capter la vie quotidienne. Dès lors, les dynamiques des films vont s'opposer. Récit dramatique au scénario bien ficelé pour le caméraman, contre, comme c'est annoncé dès le générique de L'homme à la caméra, œuvre expérimentale ayant pour but de créer un langage cinématographique absolu et universel, complètement libéré du langage théâtral ou littéraire. Dans le caméraman, Hollywood oblige, la structure narrative est classique. Exposition, éléments déclencheurs, péripéties, dénouement. Nous sommes dans un slapstick, et le cœur du film est donc le personnage lui-même, ses mouvements, ses déplacements, ses interactions. De péripétie en péripétie, le personnage de Buster Keaton cherche à capter des images, à prouver sa valeur, mais l'enjeu dramatique du film, pour les spectateurs, repose moins sur la qualité des images que le personnage va réussir à tourner que sur sa capacité à survivre aux événements qu'il traverse. Sa situation de caméraman est un prétexte à l'action. Keaton est en conflit constant avec son environnement, avec le monde qui l'entoure, et l'objectif de la mise en image est de mettre en valeur ces interactions. Buster Keaton, qu'il soit immobile ou en action, est ainsi quasiment toujours au centre du cadre. L'acteur est le point d'ancrage du récit, dans une friction permanente entre lui et les décors, entre lui et les éléments, entre lui et les autres. Un corps seul face à une ville tout entière. C'est cette confrontation qui guide le film. La caméra est au service du héros, ses mouvements lui sont assujettis au diapason des déplacements du personnage. Quand ce dernier est coincé dans une cabine, la caméra reste fixe, de longues minutes. Il faut que le héros se mette en mouvement pour que la caméra, elle aussi, démarre. Quand il tombe, la caméra le suit. Et quand il descend en trombe des escaliers, idem. La caméra se permet même de traverser les planchers pour ne pas lâcher le personnage. Résultat, on a l'impression que ce n'est pas Buster Keaton qui bouge dans la ville, au milieu de la foule, mais la ville et la foule qui lui tournent autour. Exception qui confirme la règle, la caméra se permet une seule fois, à la toute fin du récit, de lâcher son héros pour reculer et dévoiler ce que le personnage ne peut voir et qui va in fine le sauver, une caméra enregistrant les faits. Une ironie dramatique qui fait exception, car pour le reste, c'est bien le corps du héros, ses gestes, qui dictent le rythme du film. Dans L'homme à la caméra, c'est l'inverse. Le rythme est celui du montage et non celui des corps et des gestes des personnages, comme l'explique Vincent Amiel dans son livre « Esthétique du montage ». Car si certaines scènes peuvent se rapprocher du cinéma dit classique, Dziga Vertov se place plus dans la lignée de toutes les innovations du cinéma d'avant-garde de l'époque. Dans les années 20, le langage du cinéma, qui est encore muet, atteint sa maturité, des sommets de créativité.
Le montage se fait tout à la fois dynamique, poétique, politique. On l'a déjà vu dans 2 épisodes. Pour son film, Dziga Vertov s'inspire de Berlin, symphonie d'une grande ville, sorti 2 ans auparavant, en 1927. Dans ce film, le réalisateur Walter Ruttmann capte, au fil d'une journée, toute la vie qui anime la capitale allemande et se permet des scènes de pur montage, des raccords malicieux pour raconter une rencontre amoureuse, ou quelques séquences folles qui tirent le film vers la fiction expérimentale. Mais sinon, le film reste très classique dans sa forme, dans son déroulement, et suit strictement la chronologie d'une journée berlinoise, le montage rassemblant, de manière didactique le plus souvent, des événements concomitants, comme un temps de repos qui s'installe dans toute la ville à la mi-journée. Dziga Vertov va reprendre cette idée de symphonie citadine et même s'approprier certaines idées visuelles. Mais le réalisateur russe va surtout faire exploser la structure trop classique à son goût du film de Ruttmann en faisant de la caméra son personnage principal. Le fil conducteur de l'homme à la caméra n'est dès lors plus un personnage comme dans Le Caméraman ou une ville comme dans Berlin, symphonie d'une grande ville. Non, le fil conducteur est ici directement l'œil de la caméra et donc l'image elle-même, les mouvements dans le cadre, les mouvements du cadre et les collisions du montage. Nous nettoyons notre cinéma de tout ce qui s'y est insinué. Littérature et théâtre. Nous lui cherchons un rythme propre, un rythme qui n'ait pas été chapardé ailleurs et que nous trouvons dans le mouvement des choses. C'est le sens même du ciné-œil, le manifeste cinématographique écrit par le réalisateur en 1923. Je suis un œil mécanique. Moi, c'est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir. Désormais, je serai libéré de l'immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement. Je m'approche des choses, je m'en éloigne. Je me glisse sous elles, j'entre en elles. Je traverse les foules à toute vitesse. Je précède les soldats à l'assaut. Je décolle avec les aéroplanes. Je me renverse sur le dos. Je tombe et me relève en même temps que les corps tombent et se relèvent. Voilà ce que je suis. Une machine tournant avec des manœuvres chaotiques, enregistrant les mouvements les uns derrière les autres, les assemblant en fatras. Libéré des frontières du temps et de l'espace, j'organise comme je le souhaite chaque point de l'univers. Dans sa mise en image, Dziga Vertov prend donc la suite des travaux esthétiques des avant-gardes du début des années 20, tout comme il travaille un montage heurté qu'on peut retrouver chez son compatriote Sergei Eisenstein. Mais si les films de ce dernier conservaient une base narrative forte, le récit d'une révolte dans le cuirassé Potemkin par exemple, Dziga Vertov laisse, lui, un maximum de côté l'idée même de récit dramatique. Comme l'analyse Vincent Amiel, le cinéaste a pour projet explicite de donner du monde une représentation où les effets de regard se substitueraient aux effets dramatiques de l'anecdote. Le jeu avec le montage, avec les formes, vise non à raconter une histoire, mais plutôt à créer des connexions, des dynamiques formelles, un tourbillon capable de raconter le monde moderne. Le regard devient autant poétique que politique. Dziga Vertov expérimente à tout va, éclate son sujet, pour ensuite le reconstruire d'une façon éminemment personnelle, en trouvant sans cesse de nouvelles correspondances, de nouvelles audaces. On voit bien là la volonté de créer un langage cinématographique absolu et universel. Si chez Buster Keaton, le héros est un corps plus qu'un œil, chez Vertov, c'est l'inverse. Le héros est un œil plus qu'un corps. Geste contre regard, le caméraman et l'homme à la caméra s'opposent ainsi grandement. Dans le caméraman, l'intérêt dramatique se construit au sein même du plan, dans la collision entre le personnage et ce qui l'entoure. La composition du plan est primordiale, la tension narrative se joue, sur la longueur, directement à l'intérieur du cadre. Dans l'homme à la caméra, la collision n'a pas lieu au sein du plan, mais dans la confrontation entre deux plans. Par l'opposition, par l'accumulation, par l'enchevêtrement.
La dramaturgie, le sens du film, se crée par un jeu formel, rythmique, par un montage très musical. Deux méthodes de montage s'affrontent ici, dans ces deux films. Chez Buster Keaton, le montage est linéaire, dans le sens où les plans qui se succèdent le font dans une continuité spatio-temporelle cohérente. Il y a une continuité de l'action, une permanence du décor et des personnages. C'est la succession de péripéties qui guide la mise en image. Une histoire se développe devant les yeux du spectateur et le montage efface au maximum les ruptures en jouant sur les raccords de mouvement notamment pour donner une véritable fluidité au récit. L'objectif est de toucher à la pure efficacité, c'est-à-dire à une lisibilité absolue de l'action, des péripéties. Une approche narrative typiquement hollywoodienne, comme le note à l'époque le soviétique Lev Kuleshov quand il parle du cinéma états-unien. Les Américains ont trouvé le moyen de résoudre les scènes compliquées en ne filmant que l'instant du mouvement qui est indispensable à l'action et l'appareil est placé de telle façon que le spectateur appréhende et perçoive le sens du mouvement en question le plus clairement et le plus simplement possible. Les soviétiques vont reprendre cette idée de découpage efficace, gros plan ou plan large selon la situation, mais ne vont pas chercher à dissimuler la fragmentation par le montage, bien au contraire. L'assemblage des plans ne vise pas une continuité de temps et d'espace, mais se veut plus conceptuel, cherchant des correspondances, des résonances entre les plans. La non-linéarité, la brutalité des coupes, amène le spectateur à se poser la question du pourquoi de la juxtaposition de ces plans. Le montage se fait donc plus intellectuel, comme là, quand Vertov enchaîne les plans d'un enterrement, d'un mariage et d'un accouchement, pour raconter le cycle de la vie, pour raconter une ville. Comme le précise Vincent Amiel, ces associations de plans ne peuvent être saisies qu'à condition de comprendre et parfois même de nommer le contenu des images. Dans Le Caméraman, le montage se fait discret, alors qu'il s'affiche plus ostensiblement dans L'Homme à la caméra, avec une visée moins narrative que thématique. Le filtre du regard du cinéaste est évident d'un côté, moins de l'autre. Et pourtant, les techniques mises en œuvre pour réaliser ces deux films ne sont pas si différentes. Difficile de trouver deux films plus opposés que Le Caméraman et L'Homme à la caméra. Et pourtant, les deux films usent bien des mêmes outils. Ainsi, dans les films de Buster Keaton, les mêmes effets que chez Dziga Vertov, très élaborés, sont à l'œuvre. Ils ne s'affichent simplement pas comme tels. Dans Sherlock Jr., la double exposition est ainsi utilisée pour réaliser une cascade folle. La technique du cache contre cache, on expose d'abord le haut du cadre, puis le bas, pour avoir ensuite une image superposant les deux actions. Cette technique permet de donner l'illusion d'une scène tournée sans trucage. Le film dissimule le procédé, alors que le même effet est clairement mis en avant chez Vertov. Un même truc, datant de Georges Méliès, est donc utilisé pour des résultats radicalement différents. On retrouve cette opposition entre mise en avant et invisibilisation de la forme partout dans les filmographies de Dziga Vertov et Buster Keaton. Ainsi, le ralenti est utilisé en tant que tel chez Vertov, mais chez Keaton pour donner l'idée du ralentissement d'une chute grâce à un parapluie. D'un côté, l'accéléré est revendiqué pour nous faire comprendre visuellement que la ville est une fourmilière humaine, de l'autre, il est là pour tout simplement simuler la vitesse. Le défilement arrière de la bobine amène ici une certaine poésie, alors qu'il sert là à permettre la réalisation d'une cascade dangereuse. Cette scène a ainsi été tournée en inversé pour que la synchronisation entre Keaton et le train soit plus facile à régler. Les mêmes outils formels peuvent se mettre au service de deux philosophies radicalement opposées. Les films de Buster Keaton construisent un monde fondé sur une logique spatio-temporelle, grâce à tous les artifices que permet le cinéma. Alors que Dziga Vertov vise lui à mettre en lumière ces artifices, par exemple en jouant sur la logique d'un raccord de mouvement absurde entre un javelot et un ballon, pour créer le nouveau langage qu'il recherche, pour toucher à une poésie purement cinématographique. Si Buster Keaton s'amuse également parfois à mettre à l'épreuve le classicisme, avec les raccords irrationnels de Sherlock Jr. par exemple, ou avec les plans ratés du caméraman donc, il ne le fait jamais directement dans la diégèse, toujours au travers de l'idée du film dans le film. Son cinéma conserve ainsi son évidence, sa logique, soigneusement construite, alors que celui de Vertov explose tous les repères classiques. Qu'on soit face à un cinéma expérimental ou plus narratif, les trouvailles visuelles des uns se retrouvent chez les autres
et il est fascinant de tirer le fil de ces jeux d'influence. Ainsi, la grammaire formelle des films dits classiques, le chant contre chant pour raconter une fusillade, se retrouve réinterprétée dans le cinéma plus expérimental, avec un montage en crescendo, et ces expérimentations se retrouvent à leur tour, un jour ou l'autre, réutilisées dans un cinéma plus narratif, comme ici dans le duel final du Bon, la Brute et le Truand, de Sergio Leone. Autre exemple, une scène d'action sur un train se déroule en un seul plan dans le vol du Grand Rapide en 1903. Puis se retrouve rejouée avec des mouvements de caméra et un montage efficace dans Le Mécano de la Générale en 1926. Une approche qui sera donc décomposée, radicalisée par Dziga Vertov dans L'Homme à la caméra en 1929, et ces innovations feront le bonheur d'Hollywood 70 ans plus tard dans le Unstoppable de Tony Scott par exemple. Création, inspiration, recréation, la boucle est bouclée. Voilà donc un idéal de cercle vertueux.